The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis en compagnie de Thomas Munier. Salut Thomas. Salut Paul Gara, puis salut au public, messieurs, mesdames, personnes non binaires, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va bien, je suis très content parce que là le jeu dont on va parler vient juste de sortir de l'impression. Et oui, parce que tu viens juste de sortir Marche Branche, qui est édité chez Dystopia, et moi j'ai reçu le petit mail me disant que les envois allaient pas tarder à commencer, donc Ouais. c'est super cool. Thomas, tu es auteur de jeux de rôle. Alors, on dit pour la petite, on dévoile un peu les coulisses, mais on aurait dû enregistrer il y a 2 jours. J'ai eu plein de problèmes techniques, donc en fait cette intro, elle est un peu bizarre parce qu'on avait commencé la discussion, puis tout a été arrêté. Mais donc tu me disais que tu es auteur de jeux de rôle à temps plein, mais aussi père au foyer, c'est bien ça ? Ouais, tout à fait, ouais. Et tu expliquais aussi qu'en fait, auteur de jeux de rôle à plein temps, c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui aide à vivre d'un point de vue financier, même si ça occupe le temps, c'est d'un point de vue financier, c'est pas exactement ça. Non, après je parlerai que pour moi, hein, c'est pas pour dégoûter les autres de se mettre à l'auto-édition ou quoi, hein. Mais donc là, moi, ça fait depuis 2015 effectivement que j'ai quitté mon taf et donc du coup, je fais mi-temps auto-édition de jeux de rôle et puis mi-temps père au foyer. Et puis donc le côté auto-édition, voilà, ça me rapporte 200 € par mois, quoi. Donc c'est Ouais. voilà. Après, c'est parce que je suis très certainement beaucoup trop généreux. Donc j'ai tendance à mettre beaucoup de choses en gratuit. Et puis j'ai un peu du mal à travers l'auto-édition à diffuser en fait mon travail. Déjà un rythme assez régulier, à sortir des livres de façon régulière, et puis à les diffuser largement. Donc c'est pour ça que au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je trouve un autre modèle et que j'ai voulu m'orienter en fait vers la collaboration avec des maisons d'édition et du coup C'est comme ça que tu es arrivé sur Dystopia, en fait, à travailler avec Dystopia. exactement. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. On va en parler après, mais d'abord, avant de rentrer sur ton travail et tes créations, juste pour te resituer un peu, est-ce que tu peux dire un peu ton profil de joueur, comment tu as découvert le jeu de rôle, à quel âge, dans quelles circonstances, avec quel jeu, et comment tu as évolué dans ta pratique en tant que joueur ? Ok, mon origin story. Eh bien, c'est C'est le passage obligé. Je suis désolée, c'est le passage obligé dans l'émission. Comme ça permet aussi de situer un peu les parcours de chacun et chacune. eh bien, en fait, j'ai été piqué par une araignée mutante et c'est comme ça que je suis devenu rôliste. Plus sérieusement, en fait, c'est mon cousin qui m'a fait découvrir quand j'avais 10 ans, donc c'est dans les années 90, début des années 90, il m'a fait découvrir, oui, puisque je suis quarantenaire. Il m'a fait découvrir HeroQuest. Donc HeroQuest, c'est un vieux porte-monstre trésor. Donc c'est un jeu avec figurines et tout. J'ai adoré. J'ai fait beaucoup de scénarios maison pour HeroQuest. Et donc au fur et à mesure, de façon un petit peu, expérimentale, c'est devenu une sorte de jeu de rôle, quoi. Mais je connaissais pas du tout, tu vois, les jeux de rôle, vraiment jeux de rôle, quoi. Donc nous, on était un peu les Monsieur Jourdain du roleplay, quoi. On faisait du roleplay sans le savoir, quoi, avec HeroQuest. Et puis j'ai embrayé ensuite avec un autre porte-monstre trésor qui s'appelait Warhammer Quest, qui était un peu plus élaboré. On a continué à faire du roleplay comme ça sans le savoir pendant quasiment 10 ans. Et c'est seulement au début de mes études supérieures que j'ai découvert le vrai jeu de rôle, avec des guillemets, hein. Donc je me suis mis à l'appel de Cthulhu et puis à plein d'autres trucs. Voilà, et en fait, j'ai commencé à développer mon propre univers qui s'appelle l'univers forestier de Millevaux et dont Marche-Branche est une sorte de variation. Oui, de spin-off, comme on dit un petit peu. C'est ça, exactement. Donc j'ai développé l'univers forestier de Millevaux à partir de 2006. Voilà, ça fait 18 ans. Mais du coup, finalement, déjà, quand tu dis que quand tu jouais à HeroQuest, c'est déjà dans la création de scénarios. Parce que moi, j'ai eu aussi la boîte d'HeroQuest dans les années 90 et effectivement, il y avait peut-être 10 scénarios qui étaient proposés dans la boîte. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait zéro roleplay, hein, 0, 0, hein. C'était vraiment que un jeu
C'est un jeu de plateau, quoi. Hein. Ouais, c'était plus dungeon crawler aussi, un peu du dungeon crawler, voilà, avec un MJ, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu avais déjà t'avais déjà développé cette idée de créer tes propres scénarios, donc t'avais déjà cette fibre créatrice, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est mon cousin qui a commencé avant moi. Tu te rappelles peut-être qu'à la fin du livre d'HeroQuest, moi, ce que je trouve ça génial, tu vois, hein, c'est fou comme une simple page peut changer une vie. Hein. À la fin du livre de quête d'HeroQuest, tu as un plan vide et puis c'est écrit maintenant créez vos propres quêtes, quoi. Et ça, je pense que mon cousin, ça lui a fait exploser la tête. Il a fait plein de quêtes comme ça et qui étaient beaucoup plus élaborées en fait que les quêtes du jeu de base et où notamment tu pouvais discuter avec les PNJ, quoi. Donc du coup l'aspect roleplay est apparu comme ça de façon un petit peu sauvage. Et voilà, moi je suis juste embrayé le pas, hein. J'ai beaucoup copié ce qu'il faisait et de toute façon toute ma carrière se résume à copier les différents mouvements du jeu de rôle que j'ai pu voir, que j'ai pu observer là en 35 ans de pratique, quoi. Tu le disais, donc tu as créé effectivement l'univers forestier de Milvaux. Donc en 2006, on peut dire que c'est un peu un univers post-apocalyptique un petit peu, mais enfin un peu survivaliste aussi. Enfin c'est un peu l'idée. Et j'ai compris que c'était Ouais, c'est ça absolument. Ouais. ouais un univers qui t'était venu aussi de ton vécu puisque c'est assez inspiré de l'endroit où tu as vécu, c'est les Vosges, du folklore en fait lorrain, si j'ai un peu bien compris. Ouais, c'est ça. Alors bon, concrètement, c'est surtout le côté forêt, hein, parce qu'on vivait en pleine campagne, juste à côté de la forêt et tout. C'est surtout ça qui a inspiré Milvaux. Le folklore vosgien, j'ai assez peu exploité, sauf dans un roman que j'ai écrit qui s'appelle Dans le mufle des Vosges. Voilà, il y a le premier jet qui est sur mon blog et qui est du coup un mix entre Milvaux et vraiment la folklore vosgien qui est pour le coup exploité à fond. Mmh. Voilà, je désespère pas de faire un deuxième jet de ce bouquin et puis pourquoi pas le proposer à des maisons d'édition, quoi. Je pense que c'est un bouquin assez intéressant. Et pour la petite histoire, c'est un bouquin que j'ai écrit en utilisant plein de techniques de jeu de rôle solo, quoi. Donc c'est vraiment la pratique du jeu de rôle qui m'a aidé à écrire le livre, qui m'a fait avancer dans l'intrigue en faisant emprunter des chemins imprévus. Voilà. Et, j'ai écrit tout un tas d'articles qui expliquent comment faire du roman à partir du jeu de rôle, en fait, à quel point les deux disciplines peuvent se fertiliser mutuellement. Tu dis aussi, enfin, tu fais souvent référence à l'égrégore comme quelque chose en fait qui imprègne l'univers de Milvaux. Et je sais pas si tu peux expliquer un peu ce concept en fait qui est pas forcément évident. Ouais, tout à fait. Alors en fait, dans le dictionnaire, tu vas trouver l'égrégore au masculin, on va dire un égrégore. C'est un terme qui est associé à la magie, à la sorcellerie, aussi un petit peu à la religion. C'est-à-dire que en fait, les croyances des gens vont créer des égrégores, c'est-à-dire des manifestations des croyances. Donc, d'une certaine façon, un fantôme, ça va être un égrégore d'une croyance. Tout un tas de phénomènes, y compris même Dieu en personne peut être considéré comme étant un égrégore, en fait, c'est-à-dire une création des croyances des humains, quoi. Et moi, j'ai féminisé le terme pour en faire une sorte de puissance mystique qui s'appelle donc l'égrégore, qui est du coup une sorte de puissance mystique libre qui absorbe voilà les croyances des gens et qui va créer des phénomènes à partir de ça, quoi. Donc c'est quasiment la même chose, mais je voulais tout rassembler en fait le concept des égrégores, le rassembler en un concept unique et fédérateur, quoi, en gros. Et donc ça, on va retrouver dans Milvaux et puis dans Marchebranche. Ouais. T'approprier le concept en fait. Ouais, c'est ça, oui, exactement. J'ai aussi compris qu'au tout début, quand tu as créé Milvaux, tu jouais plutôt avec le système justement de l'appel de Cthulhu, dont tu parlais tout à l'heure dans les premiers jeux de rôle jeux de rôle plus classiques auxquels t'as joué. Et puis qu'après, tu avais changé pour changer de système en tout cas et reprendre le système de sombre. Ouais, tout à fait. En fait, je suis vraiment un touche-à-tout des systèmes, c'est-à-dire que j'aime vraiment m'intéresser à la variété de ce qu'on va trouver en jeu de rôle. Et donc, du coup, j'ai testé plein de systèmes différents pour jouer dans Milvaux. Et du coup, c'est comme ça qu'on va arriver par saut de puce à Marchebranche notamment.
puisque effectivement après avoir fait des règles pour jouer à Milvaux avec l'univers avec le jeu sombre, j'ai ensuite fait mon propre jeu qui était plutôt plus narrativiste sans MJ, qui s'appelle Inflorenza. Et puis après j'ai testé d'autres styles et notamment j'ai fini par m'intéresser à l'old school Renaissance. Et du coup, Marche Branche, en fait, c'est une déclinaison old school Renaissance de Milvaux, quoi. Ouais, parce qu'en fait, donc Milvaux, c'est un univers global, mais effectivement, tu as fait plein de déclinaisons pour jouer en fait, parce que c'est plutôt un univers, on va dire, un peu folklore, je sais pas si on peut dire médiéval, mais enfin, c'est peut-être pas vraiment la bonne période, peut-être plus un peu Renaissance ou 17e, je sais pas, j'ai un peu cette impression sur l'idée de base, mais qu'après, effectivement, tu as proposé aussi des univers de jouer dans l'espace, tu as proposé de jouer dans un univers plus créole, et à chaque fois que tu faisais une déclinaison, tu t'explorais, l'idée c'était d'explorer aussi un système de jeu qui allait être en cohérence avec la déclinaison de l'univers de Milvaux que tu voulais explorer. Ah, c'est un tout petit peu plus le bazar que ça, hein. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai fait des expérimentations. Alors l'univers de Milvaux de base, il est post-apo futuriste, quoi. Ça se passe dans notre futur où tout est un peu déglingué. Enfin, c'est du post-apo un peu classique. Il y a eu effectivement des décalages d'ambiance par moment. Donc, comme tu dis, j'avais testé dans un univers créole. J'ai tout testé, hein. J'ai fait une variation aborigène. J'ai fait une variation guerre napoléonienne. Alors la plupart du temps, c'est juste pour une partie, hein. Ça va pas forcément beaucoup plus loin, quoi. Et c'est allé beaucoup plus loin avec Marche Branche, où là, on a fait une variation fantasy, quoi. Où du coup, une bonne partie de l'univers est remis à plat. Du coup, il y a plus du tout les aspects futuristes que tu as dans Milvaux. Après, il y a des petits clins d'œil, c'est-à-dire que dans Marche Branche, par exemple, ça se passe sur les ruines d'un ancien empire. Et bon, tu sais pas trop si cet ancien empire, c'est un empire un peu antique, c'est un peu style Atlantide, ou si c'est en fait un empire futuriste. Et il y a notamment mention de fait qu'on va trouver des carcasses, tu vois, d'anciens robots. Ça donne un petit côté, l'inspiration directe de ça, hein, c'est le château dans le ciel où tu vois, t'as les reliques d'anciens robots qui des fois, comme par miracle, peuvent se remettre en marche et tout. Et donc, on peut avoir un aspect, notamment à travers justement les reliques de l'ancien empire, tu peux avoir un aspect un peu médiéval, steampunk, exactement comme tu vas avoir dans certains films de Miyazaki, tel Le Château dans le ciel ou les Chroniques de Terre-Mer. Alors, les Chroniques de Terre-Mer, c'est le fils Miyazaki, hein, mais bon, on va dire que C'est le fils, ouais. je les mets un peu dans le même sac. Qui est une adaptation d'un livre d'ailleurs de Ursula Le Guin. Ouais. Voilà, j'allais dire, ouais, exactement, ouais. Ouais. Ou même Princesse Mononoke, on retrouve un petit peu ça. Il y a un peu mélange des époques, je trouve, en fait, entre. On le ressent un peu, ouais. Et par exemple, dans Princesse Mononoke et Chroniques de Terre-Mer, tu as vraiment aussi une grosse présence. Bon, il y a dans d'autres films de Miyazaki ce présent, mais dans ces deux-là, tu as une grosse présence un petit peu de, entre guillemets, une forme de corruption ou souillure, tu vois, une espèce de maladie qui va contaminer les personnages, quoi. Et ça, c'est également du coup très présent dans Marche Branche avec le concept de moisissure, quoi, qui est donc une maladie qui peut atteindre les personnages, qui peut les altérer, qui peut les démoraliser, les transformer. Et c'est un total parallèle avec une force qui est présente dans Milvaux qui s'appelle l'emprise, qui est clairement une espèce de corruption, parce que c'est une forme de magie sauvage en fait qui va transformer les êtres et les choses, quoi. Alors que j'essaie de pas présenter de façon aussi parce que dans les films de Miyazaki, quand même, la couleur noire est importante, je trouve. C'est-à-dire que la corruption, la souillure, tout ça, les termes aussi, tu vois, tout est connoté négativement. Tu sens que c'est quand même pas, c'est pas génial, ça n'apporte rien de positif. L'emprise, j'ai voulu en faire quelque chose de beaucoup plus ambivalent. C'est-à-dire que c'est une force de transformation. Et par exemple, tu peux, je sais pas, te transformer en arbre sous l'effet de l'emprise, et tu peux le vivre très mal, tout comme tu peux le vivre bien et en fait trouver ça bien de devenir un arbre ou trouver ça bien de devenir un animal et tout. Et du coup, les gens ont des jugements différents sur l'emprise. Cette idée de transformation, c'est la thématique un peu fil rouge de toutes tes créations. Ouais. Le fait de la transformation des lieux, des personnes, de la nature.
En fait, moi j'ai fait des études de biologie quoi et voilà, la biologie c'est mon dada quoi, c'est ma passion principale et du coup, bah, l'emprise grosso modo c'est une métaphore des mutations génétiques, de l'évolution des espèces, tout ça quoi, un petit peu vu en accéléré quoi. Et ça permet d'interroger beaucoup, notre rapport au vivant, à la différence, Oui, à l'évolution, en fait, aux évolutions. ouais. Et puis à la répulsion, fascination qu'on peut avoir vis-à-vis de la nature, des espèces qui sont différentes des nôtres et tout. Et ça permet aussi peut-être d'aborder des thématiques comme bah, voilà, le rapport à la mort ou à la vie de façon un peu plus profonde que simplement enfin l'opposition classique qu'on peut y voir, puisqu'en fait, bah, je comprends que ce n'est pas la mort et pas la disparition, c'est plutôt c'est aussi une forme d'évolution, j'imagine, dans les thèmes que tu abordes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, sous l'effet de l'emprise, tu peux, te minéraliser, par exemple, devenir une pierre, quoi. Et bon, bah, évidemment, on peut envisager ça comme une forme de mort et trouver ça tout à fait regrettable. Tout comme peut-être que certains personnages, au contraire, vont trouver ça très noble de devenir une pierre, qu'ils ont peut-être l'impression d'accéder à une forme d'immortalité. Et puis, il y a beaucoup dans Marche-Branche, il y a beaucoup, tu vois, un petit peu de de prédation, c'est-à-dire qu'il y a des créatures qui sont les Horlas et qui peuvent être sympas, mais qui peuvent aussi être prédatrices. Et c'est le côté nature où tu vois la vie et la mort sont omniprésentes. La vie a besoin de la mort. Enfin tout, grosso modo, la forêt ça pousse sur de la matière morte, quoi, en gros. Hein. Et il y a plein de trucs comme ça où donc on casse le manichéisme et on va beaucoup plus interroger la notion de cycle, d'interaction. Et c'est peut-être aussi l'idée que, enfin, parce qu'on a parfois une vision un peu naïve de la nature qui serait forcément positive, enfin quelque chose de positif et qui date à peu près peut-être du 18e en fait, hein, enfin, l'idée de la nature et quelque chose de Rousseau en fait. Un peu Jean-Jacques Rousseau, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et là, c'est un peu une vision un peu différente, c'est-à-dire que la nature, elle est ambiguë, enfin, elle est ambivalente, elle ne doit pas toujours être vue comme quelque chose de positif, elle peut aussi être vue comme quelque chose de dangereux, etc., quoi. Oui, puis inversement, du coup, les humains qui peuplent le monde de Marche-Branche, eh ben, ils sont aussi dans cette ambivalence-là, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément présentés comme étant les méchants qui détruisent la nature. Bah, en fait, voilà, les humains, il y en a des biens, il y en a des moins bien, et surtout, là, on fait du jeu de rôle, tu vois. Pour moi, c'est un jeu, et c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de prémâcher un jugement en fait pour les joueurs quoi. C'est aux joueurs en fait d'analyser la situation et de se faire leur propre avis en fait. Moi je suis pas là pour leur faire la leçon. Et donc par exemple ben les marche-branches, il y a des personnes qui vont leur donner des quêtes à accomplir quoi. Puis les quêtes, elles sont souvent un petit peu ambivalentes, genre on va vous dire, on aimerait bien que vous tuiez telle personne et tout. Est-ce que c'est une bonne chose de tuer cette personne? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que les marche-branches vont le faire parce qu'ils estiment que c'est la bonne chose à faire? Ou est-ce qu'ils vont juste le faire pour la récompense? Est-ce qu'ils vont essayer de tromper le commanditaire en disant bah non on veut pas tuer la personne donc on va lui mentir, on va lui faire croire qu'on l'a tué, ou alors on va essayer de convaincre le commanditaire de pas tuer la personne, ou peut-être que à des fois à l'inverse les marche-branches vont être beaucoup plus violents que ce qu'on leur demande. Et ça, c'est aux joueurs de déterminer, à la fois par rapport à ce qu'ils imaginent de leur marche-branche. Alors, ce qu'ils imaginent de leur marche-branche, c'est en totale mouvance, parce qu'au début, les personnages sont amnésiques. C'est un jeu qui est initiatique, c'est-à-dire que tu vas un peu découvrir finalement c'est quoi la personnalité de ton marche-branche au fur et à mesure. Vraiment, en fonction des situations qui se présentent à lui, quoi. Et là, tu vas comprendre bah, comment il réagit, puis quel est son code un petit peu, son code moral, son mode de pensée. Puis bon, bah évidemment, tu vas aussi forcément y mettre un peu du tien et mettre un petit peu de tes valeurs peut-être aussi dans le comportement de ton marche-branche, quoi. Ça veut dire que le joueur ou la joueuse, finalement, quand il commence à jouer à marche-branche, il est dans la même situation que son personnage, en fait. Il découvre, puisqu'il y a cette histoire d'amnésie, il y a cette volonté que ce soit aussi une quête initiatique. Il y a cette idée qu'on est vraiment dans la même état de découverte de l'univers et de ce qu'on va y faire, finalement. C'est ça, tu quasiment une page blanche. Alors après, je dis bien quasiment parce que tu as quand même des petites prémices de départ. Il y a ton espèce. C'est-à-dire que si tu es
tu es un homme renard, tu vas pas te comporter de la même façon que si tu es une femme corbeau, quoi. Ça va de soi. T'as ton âge. Est-ce que tu as oui ou non un handicap? Tu vois, si tu as un handicap, tu vas pas te fonctionner de la même façon. Puis tu vas peut-être te poser la question de ah bah pourquoi mon personnage est aveugle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est une naissance ou est-ce que le personnage a eu un accident? Et puis tu as enfin tes qualités et tes vocations. Donc la qualité, c'est un peu quand même ce que tu es au fond de toi. Est-ce que tu es plutôt cœur? Est-ce que tu es plutôt esprit? Puisque tu es plutôt âme? Ou est-ce que tu es plutôt force? Et puis tu as les vocations. Donc les vocations, c'est voyage, artisanat, magie ou spectacle. Donc bon bah déjà ça dit quand même un petit peu quelque chose de toi, quoi. Tu vas un peu construire autour de ces prémices, quoi. Et tu avais aussi dans l'idée quelque part que le jeu permette aussi d'avoir des questionnements moraux pour les joueurs et joueuses, justement, parce que tu expliquais que finalement les quêtes elles peuvent être ambivalentes, que c'est pas du tout manichéen, que tu t'œuvres pas pour le bien techniquement. S'il y avait cette idée aussi de laisser aux joueurs et joueuses la possibilité d'avoir des choix moraux et que ce soit partie prenante dans le jeu. Ah oui, totalement. Il y a beaucoup de dilemmes qui sont proposés dans le jeu, notamment, en fait, quand tu vas voir dans l'oracle qui te permet d'élaborer un peu les aventures, tu as des péripéties. Donc voilà, les péripéties, tu as quand même un peu plus le côté, voilà, un peu de défi et puis tu as ce qu'on appelle des cas de conscience. Alors là, c'est clairement, des dilemmes moraux en boîte, quoi, hein. Après, je tiens à insister sur le fait que c'est pas entièrement un jeu qui est basé sur les dilemmes moraux ou sur un petit peu le positionnement moral des personnages. C'est vrai que c'est important, mais je tiens vraiment à préciser que c'est un jeu, c'est un jeu boîte à outils où tu peux aussi, vraiment te concentrer, si tu préfères, plutôt sur le côté aventure, un peu défi ludique, résoudre des problèmes, résoudre des mystères. Tu peux te concentrer plus sur l'aspect, découverte du lore, développement du canon esthétique. Voilà, c'est un jeu un petit peu. Oui, ce qu'on appelle sandbox, un peu en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Tout le monde peut y trouver un peu ce dont il a envie. Et d'ailleurs, quand on avait joué, parce t'es très avec beaucoup de gentillesse, tu m'as fait jouer au jeu avant qu'on enregistre. Et il y a quelque chose qu'on avait évoqué tout en début de partie. Bien sûr, on avait défini les lignes et les voiles, mais tu m'avais aussi expliqué l'idée des phares. Et l'idée, en fait, en gros, c'est de dire ce qu'on a envie de jouer aussi. Enfin, quelles sont les attentes. Et ça va de pair, j'imagine, le fait de dire on se met d'accord, voilà, avant sur l'angle qu'on a envie de donner à notre partie ou à notre campagne, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, quoi. Ouais, ouais. Après, je dois être honnête sur le fait que les phares, c'est une notion que j'ai redécouverte à l'époque de la précommande, en fait. C'est-à-dire que du coup, dans le bouquin, je pense que les lignes et les voiles, ça doit être présent. Enfin, il y a un chapitre sur la sécurité émotionnelle, donc je pense qu'il y a quelque chose un peu comme les lignes et les voiles. Mais je suis pas sûr qu'il y ait les phares. Enfin, c'est une dinguerie, je me rappelais pas trop bien de mon bouquin. Mais du coup, je pense que, pour être tout à fait honnête, je pense que dans le bouquin, ce côté boîte à outils, c'est très très explicite pour Confidente. Hein, Confidente, donc Confidence, c'est la personne qui fait MJ. C'est très explicite que ce rôle-là, que oui, ça va être très vraiment une boîte à outils, un truc que tu peux personnaliser à fond. Et après, il y a aussi un chapitre qui s'appelle la souplesse, qui quand même t'explique aussi que oui, il faut être à l'écoute aussi des attentes des joueurs, quoi, et un petit peu quand même co-construire avec les joueurs un minimum, quoi. Il y a aussi un chapitre qui s'appelle Qui dit quoi, qui est un peu sur la narration partagée. Et donc là aussi, on a ce côté quand même un petit peu discuter avec les joueurs de ce qu'on veut faire ensemble, quoi. L'idée, c'est que ce soit pas trop scripté et finalement que ce soit pas donc comme tu dis, c'est pas le MJ ou la meneuse, mais la personne qui va animer. En fait, elle impose pas le scénario. Il y a la volonté que ce soit que tout le monde puisse s'emparer en fait de l'univers et co-créer en fait vraiment la partie. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu de narration partagée, effectivement, dans le jeu, et puis on peut pousser un peu plus loin, puisque du coup, c'est aussi expliquer comment faire si on veut jouer en MJ tournant, voire même sans MJ ou en solo, quoi.
Moi, je considère en fait que après n'importe quel jeu de rôle, en fait, en y mettant un petit peu de neurones, tu peux le passer en sans MJ. Hein. Mais bon, ça va mieux en expliquant comment faire, quoi. Et là, en l'occurrence, comme il y a un oracle, un émulateur de MJ, quoi, qui est assez consistant. Je pense que le jeu est quand même assez approprié, voilà, pour passer en 100 MJ ou en MJ tournant s'il faut, quoi. Il suffit de se partager l'oracle et puis c'est parti, quoi. Oui, parce qu'il y a enfin, quand on avait joué, il y a beaucoup de tables en fait aléatoires qui permettent de créer les points de départ en fait de ce qu'on va vivre en fait dans une partie. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que l'univers de jeu, il y a deux, trois, il y a une dizaine de pages qui expliquent l'univers de jeu, quoi. Mais l'univers du jeu, il est surtout émergent et basé, voilà, sur des tables aléatoires, quoi. Et tu disais que c'est ce que tu avais aussi, tu sais, c'est quelque chose que tu as repris de l'OSR ou pas du tout en fait. Enfin, c'est là d'où viennent les inspirations. Ouais, tout à fait. C'est vrai que l'OSR, pour les personnes qui connaissent pas, donc l'OSR, c'est donc l'Old School Renaissance, c'est-à-dire une façon de jouer au jeu de rôle qui essaye de se rapprocher de la première édition de Donjons et Dragons, donc des années 70, quoi. Donc on essaye de faire semblant qu'on joue comme au tout début. Hein. Alors après, il y a souvent énormément de réappropriation, de réinvention, aussi un petit peu de fantasme de cette façon de jouer, quoi. Donc voilà, on fait enfin, ça va rarement être exactement comme Donjons et Dragons des années 70. Et Marche Branche s'en éloigne par beaucoup d'aspects. Hein. Notamment, il n'y a pas de D20. Le système de jeu, il est quand même plus simple que. Moi, j'aime bien Donjons et Dragons des années 70. Hein, c'est un système de jeu qui est quand même assez simple. Hein, si tu compares à DD5, c'est un peu le jour et la nuit en matière de complexité. Mais Marche Branche est vraiment beaucoup plus simple encore, quoi. Hein, pour le coup, c'est vraiment un système minimaliste. Bon, bref. Et les tables aléatoires, c'est effectivement quelque chose qui va être très présent dans la scène OSR. Après, l'idée, ça a été d'articuler ça de façon un peu plus didactique à travers cet émulateur de MJ. Et notamment, en fait, donc à la fin du livre, tu as des doubles pages, quoi. Et en fait, chaque double page te donne un tirage de chaque sorte d'élément. Du coup, quand tu veux faire un tirage, plutôt que d'aller à telle table aléatoire ou telle autre table aléatoire, tu vas ouvrir une des doubles pages de la fin du livre au hasard et tu vas tout de suite trouver le tirage que tu veux. Donc, si tu veux parce que du coup, sur chaque double page, tu vas avoir un figurant, tu vas avoir une péripétie, tu peux avoir des tirages d'émotions, des tirages de quêtes et compagnie, quoi. Enfin, tout est présent sur chaque double page, quoi. Il suffit de changer de double page pour changer de tirage. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent dans l'OSR, quoi. C'est souvent les tabulateurs te sont présentés des fois, déjà pas toutes ensemble, quoi. C'est-à-dire, quand elles sont les unes à la suite de l'autre, c'est déjà pas mal, mais la plupart du temps, c'est même carrément un peu disséminé un peu partout dans le livre, quoi. Donc voilà, nous, on a voulu que la tabulatoire ce soit un élément central et du coup que ce soit très facilement accessible, qu'on puisse s'en servir facilement. Et l'autre aspect, bon après il y a beaucoup qui le font, mais j'ai fait un gros agrégateur aussi sur un site de tabulatoire qui s'appelle Chartopia, ce qui fait que du coup l'oracle, tu peux faire tous tes tirages en fait de façon numérique en allant sur le site Chartopia. Et notamment, tu peux faire des trucs tels que j'ai fait une grosse playlist avec je sais plus 60 albums, tu vois. J'ai fait une grosse playlist et tu peux tirer aléatoirement en fait un album pour sonoriser ta partie, quoi. Et ça, notamment, je pense pour moi, ça fait totalement partie du côté émulateur de MJ. Parce que la playlist va vraiment donner un mood très important. Il y a notamment pas mal de Dungeon Synth. Donc le Dungeon Synth, c'est un genre musical en fait. C'est des vieux synthés. C'est pour faire de la musique de vieux donjons, quoi, en gros, quoi. Qui est approprié, ouais, ok, qui va coller vraiment avec ce qu'on est censé vivre par rapport au moment où on y est, quoi, en fait. Qui doit vraiment coller avec l'ambiance qu'on est censé vivre. Et puis il y a pas mal de musique, d'autres genres musicaux, mais souvent j'essaie de trouver quelque chose de très mélancolique. Ça va être de l'Americana, ça va être du post-rock, t'as un peu de symphonique avec par exemple du Agnès Obel. Du coup, c'est quand même l'idée aussi que c'est le jeu, enfin c'est une œuvre un peu globale finalement, puisque si tu t'as
pris le temps de créer cette playlist. Là, de fait, comme c'est un livre édité, il y a des illustrations originales. Il y a vraiment l'idée de faire finalement une œuvre un peu globale sur le jeu. C'est ça, c'est un peu, si tu veux, évidemment, je parle que pour moi, hein, mais c'est un peu mon jeu total de fantasy, quoi, en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'aimais dans la fantasy, je l'ai mis dans ce jeu, quoi. Et tout est clé en main. Et finalement, la seule chose qui manquait, et j'ai corrigé un peu ce manque, c'est que du coup, dans le livre de Marchebranche, tu as pas de scénario. Tu as que l'émulateur de MJ, bon, qui te permet de faire tes scénarios, mais t'as pas de scénario clé en main. Et du coup, pendant la phase de précommande, j'ai écrit 6 scénarios illustrés, donc c'est-à-dire qu'ils sont présentés avec des dessins pour donner un petit côté old school aussi. Ils sont écrits à la main. Et donc du coup, ça voilà, t'as déjà tes si en fait t'as pas entre guillemets, t'as pas les cuillères pour utiliser un émulateur de MJ et que t'as besoin d'un scénario clé en main, voilà, t'as ces 6 scénarios là qui te permettent déjà de faire toute une campagne, quoi. Oui, je me souviens que tu m'en avais montré un. Et en fait, ça se présentait donc effectivement avec un peu le pitch, et puis ça faisait aussi comme une sorte de carte en fait dessinée de ce qu'on. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des scénarios un peu géographiques, quoi. C'est une sorte de donjon forestier, quoi, où effectivement t'as une zone géographique et du coup l'intrigue, elle va se déplacer dans l'espace, quoi. Et tu parlais donc tout à l'heure de Miyazaki, et tu avais d'autres œuvres qui, en littérature ou même en jeu vidéo, qui t'ont, tu penses, influencé pour la construction de l'univers et de l'ambiance générale que tu voulais donner à Marchebranche? Ouais, alors l'inspiration principale, malheureusement, c'est pas très connu. Si jamais quelqu'un, si ça parle à quelqu'un, franchement, mettez-le en commentaire. Je me sens un peu seul et c'est vraiment dommage. Ma référence principale, c'est une BD, une vieille BD. Je crois que c'est les années 80-90. Ça s'appelle La Malédiction des 7 boules vertes, une BD de Laurent Parcelier. Et donc c'est du medieval fantasy dans un style assez naïf. Ça rappelle un petit peu du Möbius avec un trait encore un peu plus simple quand même que Möbius, quoi. Et tout est là en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un monde de fantasy où il y a de la forêt partout, et donc notamment le héros, en fait, il a entendu parler que s'il voyageait très loin dans la forêt, il allait trouver une espèce d'espace mythique, une immense étendue d'eau salée. Bon, tu comprends que c'est la mer, quoi. Et genre, pour eux, c'est légendaire, quoi. C'est genre quand tout le monde lui dit qu'il est fou à croire que ça existe et tout. Et donc, il décide un peu sur un coup de tête de partir sur le chemin, et il y a un bûcheron qui l'accompagne, il a un copain magicien. Puis il y a vraiment le côté old school parce que genre son copain magicien, tu vois, il a une robe avec des étoiles dessus, un chapeau pointu. Tu sais, on est vraiment dans les clichés, quoi. Et en fait, de toute façon, si vous voulez avoir une idée des visuels de Marchebranche, il faut lire cette BD parce que tout est dedans, quoi. Je mettrai une illustration de la bande dessinée là. J'ai regardé pendant que tu en parlais, je suis allée regarder effectivement, et je mettrai dans le billet pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble effectivement. Ouais, génial. Sachant qu'on peut, je sais pas, normalement tu peux aller, les PDF en fait ont été mis à disposition gratuitement, donc avec la bénédiction de l'auteur, quoi. Donc on peut voir la BD en PDF, quoi. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Et je me demande si il y avait des jeux vidéo qui t'avaient inspiré ou pas, parce que je sais pas si tu as joué à Dark Souls, mais moi j'y ai pensé aussi un peu en y jouant en fait, et aussi l'idée sur tu vois, la transformation, la corruption, ce qu'on retrouve un peu aussi dans l'univers de ce jeu vidéo. Ouais, je pense que Dark Souls, c'est clair, certainement pas un univers hardcore comme Dark Souls. Après, oui, il y a peut-être plus le niveau de base à la limite. Je pense que en jeu vidéo, ma Madeleine de Proust personnellement, c'est Link's Awakening sur Game Boy, quoi. Donc du coup, plutôt de mettre fan, assez dessin animé, quoi. Avec moi ce que j'adore, c'était se balader là dans ces forêts avec les arbres bizarres et tout, un monde qui est très sauvage. Avec un petit côté contemplatif un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. Puis avec un côté dans Link's Awakening, en fait, t'es dans le rêve d'une baleine. Enfin, c'est-à-dire que le monde, il a une espèce d'origine mythologique bizarre, quoi. Enfin, tout est un peu onirique, tout est un peu sur du sable.
Donc fatalement, il doit y avoir un petit peu de Link's Awakening dans Marche-Branche, quoi. Et aussi, parce que le jeu Marche-Branche se prête très bien à la campagne, puisque comme on l'a dit, les personnages commencent amnésiques, et donc le but aussi, c'est qu'ils recouvrent progressivement la mémoire et qu'ils retrouvent en fait leurs origines. Et quand une partie se termine, quand on fait une quête, on peut recevoir une carte de tarot qui va nous donner des informations. Comment tu as eu l'idée donc c'est les tarots en question, c'est moi, quand on avait joué, c'était les arcanes majeurs du tarot de Marseille, donc du tarot divinatoire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ceux-là que tu as utilisé. Et comment tu as eu l'idée d'intégrer ça dans le jeu? Bah, en fait, j'ai une fascination pour les tarots de Marseille et ça me vient de la malédiction des 7 boules vertes parce qu'en fait les 2 derniers albums, il y a tout un lore, justement autour des arcanes du tarot de Marseille, donc le vieux tarot de Marseille avec les vieux dessins et tu vas voir en fait, dans, le héros, il va rencontrer tout un tas de figures, d'incarnations, enfin qui sont des incarnations en fait du tarot de Marseille. Il va faire des tirages de tarot et ça va se retrouver de façon très premier degré dans l'aventure, quoi. Donc voilà, ça vient totalement de là, en fait. Enfin, c'est vrai que le tarot de Marseille, je sais pas pour s'il y en a qui le connaissent pas bien, mais bon, il est utilisé pour la divination, mais en plus, c'est vrai que quand on regarde les cartes, il y a beaucoup, beaucoup de symbolique, en fait, sur le choix des couleurs, le choix des dessins, la façon dont sont représentés les personnages, les animaux qui peuvent figurer sur les cartes, etc. Donc, il y avait aussi cette idée du reprendre un peu la symbolique dans un peu dans l'imaginaire collectif, ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'aime bien le look, voilà, médiéval vraiment des premiers tarots de Marseille, quoi, les images que tu vois le plus souvent, quoi. Et donc c'est, les éléments, en fait, dans le bouquin, les illustrations sont pas reprises, mais à la place, on reprend, les descriptions. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que c'est sur la carte de la Lune, tu vois un chien, tu vois une écrevisse, des trucs un peu bizarres qui hurlent à la lune. Et donc ça, c'est rappelé. C'est parce que l'idée, en fait, aussi, c'est que quand tu tires une carte de tarot qui correspond à tes souvenirs, tu vas avoir l'arcane, mais en plus, si tu veux, le dessin, comme par hasard, il donne un peu des éléments de ton souvenir, quoi. En fait, t'as l'impression que vraiment, il a un côté le dessin de l'arcane va avoir un côté très familier et évoquer de façon subtile ton propre passé, quoi. Mmh. C'est pour ça notamment qu'on n'a pas proposé de tarot tout fait avec le jeu. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a un, Thibaut Boul a fait une version du tarot, donc on va trouver dans l'émulateur de MJ sur Chartopia, on va trouver les arcanes majeures dessinés par Thibaut Boub. Mais dans le livre, il y a pas de dessin des arcanes, puisqu'on est quand même sur l'idée qu'en fait le dessin il va évoluer à chaque fois, et donc c'est plutôt à confidence de décrire le dessin en fonction des situations, quoi. Puisque du coup, confidence, c'est parce qu'en fait, si tu tires, je sais pas, la carte de l'impératrice, ça peut être différents types de souvenirs. Il y a plusieurs possibilités, et donc en fonction du type de souvenir, l'impératrice, elle va pas avoir le même look. Voilà. Ouais, donc c'est lié aussi à à la signification, comme on peut avoir quand on fait du tarot divinatoire, les arcanes n'ont pas forcément la même signification selon déjà si on les tire renversés ou pas. Ouais, à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers, ouais, ça a une importance dans le jeu. Et puis on va aussi insister, pourquoi pas aussi sur la matière dont est fait le tarot, sur la qualité du dessin, son odeur, sa texture. Et il y a tout un tas de trucs il y a tout un tas d'entourloupes au sujet de la nature des tarots. Par exemple, tu peux tomber sur un gamin qui te promet un tarot et en fait, il te paye avec un dessin d'enfant, tu vois, c'est lui qui l'a dessiné et le tarot n'a aucun pouvoir, ou alors il a un pouvoir un peu bizarre et tout. Donc on joue beaucoup, tu vois, un peu comme dans Cthulhu, où c'est important de jouer, tu sais, quand il y a les livres maudits dans Cthulhu, Oui. le contenu du livre, le texte, il est important, mais ce qui est encore plus important, c'est l'aspect du livre. Est-ce qu'il a une odeur? Est-ce qu'il a une espèce de volonté? Est-ce qu'il a un pouvoir sur toi? Et donc on a un peu ce délire-là aussi avec les tarots, quoi. Donc c'est super important de caractériser les tarots. Et donc on essaye d'accompagner au maximum MJ dans ce côté, voilà, faire une description très précise des tarots, et vraiment que ce soit un artefact très vivant dans le jeu, quoi. Tu le disais au début, en fait, Marche-Branche, il est édité par Dystopia, Oui. donc dans la collection J'y dirige, j'imagine.
C'était la première fois ou pas que tu travaillais avec un éditeur ou tu avais déjà eu des expériences au préalable d'édition plus classique en fait de ton travail? Et pour être tout à fait honnête, c'est plutôt la deuxième fois puisqu'il y a un jeu Milvaux qui s'appelle Milvaux au seuil de la folie qui est sorti aux éditions Stella Maris. Mais j'avais collaboré de façon assez indirecte à ce jeu-là puisque en fait ils avaient repris une partie de mes textes qui sont dans le domaine public. Et puis ils avaient créé les deux auteurs, Michel Chevalier et Michel Poupard, avaient rajouté beaucoup de matériel de leurs mains propres, quoi. Là, pour le coup, Marchebranche, c'est vraiment le premier jeu édité où je suis voilà l'auteur principal, quoi. Et c'était toi qui avais cette volonté ou c'est un peu par hasard que ça s'est fait comme ça, par les hasards des rencontres Non, c'est vraiment moi ou t'avais vraiment la volonté? Ouais. comme j'ai dit un peu au début là, j'ai vraiment fait le tour de l'auto-édition. Ça pose 2 problèmes principaux. Déjà c'est pas du tout lucratif. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'arrive pas à diffuser, et puis du coup, ça ne porte pas assez bien mes livres, quoi. C'est-à-dire que je diffuse pas du tout, en nombre suffisant. Enfin, je trouve ça dommage. En fait, j'aimerais que mes livres soient plus connus, quoi, tout simplement, quoi. Et donc voilà, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah non, en fait, si je veux à la fois, avoir un revenu et puis, avoir une portée, que mes livres aient une chance d'être lus, d'arriver à un public, je peux pas le faire en auto-édition parce que j'ai pas je pense qu'il me manque, certaines capacités pour que ça marche. Et donc voilà, maintenant je veux travailler avec des éditeurs et c'est comme ça que j'ai contacté Dystopia, quoi. Ouais, quand tu dis auto-édition, parce que on connaît tous les plateformes où on peut acheter les PDF ou ce genre de choses, ou bien c'était quoi, des impressions à la demande ou des... En fait, mes livres, tu vas les trouver, ils sont toujours, hein, mes autres livres, tu vas les trouver en impression à la demande sur lulu.com et puis aussi en PDF, en Pay What You Want sur Itch.io. Et donc du coup tu contactes Dystopia et du coup Eugénie tu lui exposes t'avais déjà en tête le projet de Marchebranche qui était déjà avancé ou vous discutez et c'est avec la discussion que Marchebranche est apparu en fait? Il se trouve que Eugénie, on se connaissait déjà très bien, hein, quand je l'ai contactée pour ça, quoi. Et donc je l'ai contactée de façon plus large en disant: «Bah, voilà, j'aimerais bien éditer un jeu Milvaux, chez Dystopia». Et Eugénie avait donc Marchebranche existait déjà, hein, en fait, il était déjà en développement. Et donc Eugénie m'a dit: «Bah, parmi les jeux que tu développes que je connais, mon préféré c'est Marchebranche». Donc voilà, on est parti sur le jeu qu'elle préférait et je pense que c'était le bon choix, quoi. Parce que du coup Eugénie était assez impliquée et très, a vraiment fait un travail très approfondi, tu vois? En termes d'amélioration du livre, de dire quels aspects, il fallait développer, lesquels étaient un peu inutiles et tout, de m'aider à finaliser, en fait, voilà, à polir le diamant en quelque sorte, quoi. Et puis bon, de toute façon, je pense qu'en règle générale, c'est quand même mieux si l'éditeur, voilà, sort un jeu qui lui plaît vraiment, quoi. Donc il y avait l'avantage que j'avais beaucoup de projets dans mes cartons, que Génie en avait testé beaucoup et comme ça on a pu partir sur le projet qu'elle préférait, quoi. Tu vois aussi parce que l'idée d'avoir une édition plus classique, c'est aussi c'est pas les mêmes capacités en termes de promotion, j'imagine de communication, quelque chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire ou qu'on sait pas forcément faire quand on est soit tout seul en fait, parce que ça prend énormément de temps et puis c'est des vraies compétences. C'est aussi plus confortable pour toi, j'imagine, sur tout ce qui est communication. Ouais, tout à fait, et puis tu aussi ça te donne un cap, en fait. C'est-à-dire que comme tu travailles avec quelqu'un et tout, ça motive davantage, tu vois? Donc finalement, pendant la précommande, j'ai fait pas mal de com, mais parce que j'avais ce cap-là, parce que je travaillais pas que pour moi aussi, tu vois? Et donc ça m'a bon, en plus de tout ce qu'a apporté comme aide, Dystopia, hein, et ce serait un peu long à expliquer, dans les détails à quel point ça m'aide, ça me donne aussi un surcroît de motivation, parce que, bah, voilà, on travaille en équipe, donc on est un peu tous dans le même bateau
Donc du coup, c'est comme ça que j'ai sorti plein de scénarios. On a fait plein d'actual play. Bon, après Eugénie, elle a aidé parce que tu vois, elle prend tous les rendez-vous. Enfin, elle a pris une partie des rendez-vous. C'est elle qui t'a contacté. Moi, je vais être très honnête. Hein, je connaissais pas ton média. Enfin, mais voilà, moi, ça m'a carrément motivé pour faire une vraie campagne de promo. Et aussi pour que ça ait un retentissement, que ce soit relayé, quoi. Parce que je fais beaucoup de communication autour de mes jeux, mais ça reste un peu d'habitude, ça reste dans mes propres réseaux, quoi. Donc là, ça a beaucoup plus de portée, quoi. Et puis, par exemple, je sais que quand je discute avec des auteurs de jeux, tu vois, qui travaillent en co-autorat, ils disent, le fait d'être à deux aussi, ça oblige, en fait, on a plus une obligation Voilà. de faire des choses qu'on aurait tendance à reporter ou pour lesquelles on serait dans la procrastination parce que on doit quelque chose à l'autre et que c'est une source de motivation et voilà, de garder, comme tu disais, et de garder le cap, quoi, finalement. Bah oui, c'est ça, quoi. Et puis ça fait plaisir de voir qu'on se rencontre sur un imaginaire commun, sur un projet. Bon, bah, aussi par rapport aux autres collaboratrices sur le jeu, que ce soit Evelyne Moreau, l'illustratrice, qui est vraiment une illustratrice que Génie et moi, on adore, quoi. Donc, Oui, j'allais te demander qui c'est qui l'avait proposé. alors, c'est moi qui ai proposé Evelyne Moreau. Je connaissais son travail parce que par la sphère OSR, parce que Evelyne Moreau, c'est un peu une dessinatrice de la scène OSR, quoi. Enfin, peut-être que faut peut-être pas trop la résumer à ça, mais bon, c'est quand même beaucoup dans ces sphères-là qu'elle va dessiner, quoi. Donc moi je la connaissais de là, mais Jenny, elle a tout de suite eu le coup de foudre pour le crayon d'Evelyne, quoi. Donc ça a été un consensus de travailler avec elle, quoi. Et bon bah voilà, c'est vrai que ça te motive aussi pour la promo, dans le sens où il y a pas que ton propre travail à mettre en avant. J'avais envie, voilà, que le travail d'Evelyne soit mis en valeur, que ceux qui connaissaient déjà son travail aient plaisir d'avoir un livre entier illustré par elle, quoi. Parce que finalement, je pense que ça, c'est de fil en aiguille, c'est devenu un de ses projets les plus ambitieux, quoi. Et puis que les personnes qui connaissent pas découvrent. Puis bon bah voilà, je pense qu'il faut aussi citer les autres personnes qui ont travaillé. Donc il y a Laura Fchin à la maquette, puis Pascal Doré donc à la correction, quoi, pour éviter qu'il y ait des horribles fautes qui vous fassent fondre les yeux. Cette expérience, ça t'a donné envie de recommencer l'édition classique? Ah oui, oui, de toute façon, là, c'est une lettre ouverte, hein. Vous pouvez m'appeler. J'ai pas mal de projets dans les cartons, tu vois, qui sont presque finis et tout. Et donc, voilà, maintenant que Marche Branche est bouclée, c'est sûr que je suis assez motivé pour lancer un autre bouquin en collaboration avec un éditeur, quoi. Je ferai plus en auto-édition mes gros projets, hein, c'est fini parce que je pense que c'est dommage, en fait, ça leur rend pas service, ça les porte pas assez, donc voilà, moi je vais travailler avec des éditeurs maintenant, et notamment là j'ai un gros projet en cours d'écriture. Ça fait 2 ans que je bosse dessus, ça avance tranquillement. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Biomasse. Donc là, c'est plus dans l'univers de Milvaux, vraiment le côté post-apo, quoi. On n'est plus dans du Medfan, plutôt dans du post-apo. Et c'est un jeu très innovant pour explorer de l'univers profond, quoi. C'est un espèce de compromis entre le jeu de rôle et le livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que tu as un émulateur de MJ très approfondi, en fait, qui va t'amener plein de situations, te faire découvrir tout un tas de choses, de mystères, quoi. Et donc, en fait, tu peux t'en servir en tant que MJ pour faire croire que t'as un MJ qui connaît l'univers à fond, alors qu'en fait, t'as rien lu et juste évolué dans l'arborescence, quoi. Ou alors, tu peux aussi jouer sans MJ. Finalement, c'est un des rares jeux sans MJ où tu peux aller dans de l'univers profond, alors que généralement les jeux sans MJ sont pas prévus pour ça. Mais là, voilà, comme tu as une arborescence que tu explores à plusieurs, tu peux y aller, quoi. Donc ça, je pense que c'est un jeu d'un genre que personne n'a jamais vu. C'est vraiment totalement nouveau. C'est très game changer, quoi. Donc je suis assez fier de ce que c'est en train de donner. Et donc s'il y a des éditeurs qui ont envie que je leur fasse des playtests, que je leur fasse découvrir, qu'ils aient un peu une idée, voilà, il suffit de me contacter. Moi, je serais très enthousiaste à partager ça ou à montrer mes autres projets si celui-là il est un peu trop bizarre pour eux, quoi. Et t'as toujours à peu près combien de projets en cours en même temps, en fait?
t'arrives à vraiment pas switcher d'un projet à l'autre comme ça Alors j'ai été longtemps vraiment un gros switcher, hein. C'est pour ça que Marche Branche a mis du temps à sortir. J'ai mis 8 ans et demi parce que j'ai toujours eu beaucoup de projets en parallèle. Moi, toujours dans l'univers de Milvaux, mais beaucoup de projets différents. Il y en a à peu près une dizaine, hein, qui sont dans des états d'avancement plus ou moins avancés, quoi. Alors, souvent très avancés en réalité. Et donc là, mais par contre, ça fait quand même un moment que je suis je suis enfin revenu sur un projet à la fois. Donc là, actuellement, je suis vraiment sur biomasse et donc ça avance bien et tout. C'est-à-dire que j'ai passé un petit peu, si tu veux, la phase de ma vie où j'inventais des trucs tous azimuts. On était vraiment sur de la création, sur du game design. Et là, maintenant, je suis dans la phase de ma vie un peu beaucoup plus sur finir les choses, quoi. Sortir des lourds bouquins les uns après les autres. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais écoute, je sais pas s'il y a autre chose que tu veux ajouter, Thomas, sur Marche Branche ou sur les autres projets ou. Ouais, non, je pense que c'est pas mal du tout. Hésitez pas à jeter un œil si vous voulez vous faire une idée de Marche Branche. Hein, le mieux, c'est d'aller jeter une oreille aux actuels plays qui sont déjà sortis ou d'aller jeter un œil aussi aux petits scénarios. Je pense que ça donne une bonne idée de l'ambiance, quoi. Ça en dira peut-être un peu plus que voilà une explication un peu pompeuse que je pourrais donner de l'univers ou des mécaniques de jeu, tout ça. Ce que je peux dire, c'est que pour y avoir joué du coup avec toi, ce qui a été assez marrant, c'est qu'en fait, tu m'avais proposé pour découvrir le jeu. En fait, c'était moi qui faisais la confidence finalement. On avait inversé et tu m'avais comme ça expliqué le fonctionnement du jeu, le système. En même temps que qu'en fait j'avais plutôt le rôle de meneuse en fait, qui est plutôt en principe ce rôle qu'on donne à celui qui connaît le mieux le jeu. Et c'était une très bonne façon. Moi, je trouve que c'est une méthode pour découvrir le jeu qui était vraiment bonne parce que quand on est juste joueur ou joueuse, parfois on a tendance à se laisser un peu porter, alors que là, ça oblige vraiment à prendre le système à bras-le-corps, l'univers à bras-le-corps et à se lancer finalement. Et je trouve que c'était une super façon de découvrir le jeu en tout cas. Ouais, c'est ça, puis t'as pu voir comment utiliser l'oracle et tout. D'ailleurs, bon, ça y est, je me dis que ça manque un actual play comme ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse un de ces quatre, un actual play, justement, avec cette méthode-là, ouais, où j'explique à un ou une MJ comment utiliser l'oracle. Ouais, moi j'avais trouvé que du coup, je me sentais d'autant plus investie parce que voilà, du coup, je me sentais plus investie, plus de responsabilité du coup dans la partie que de me laisser un peu, tu vois, être plus dans une situation un peu confortable où on se laisse porter par le meneur, quoi. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup du temps que tu m'as accordé. Et puis, j'ai hâte de recevoir Marche Branche puisque moi, je l'avais précommandé. Vraiment, j'invite tout le monde à aller regarder l'ouvrage et effectivement à y jouer parce que moi, ça m'avait énormément plu. Et puis, écoute, on suivra toujours avec plaisir tous tes projets et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai bientôt. Et merci beaucoup en tout cas. Ouais, tiens, à la rigueur, pour ce qui est des rencontres vraies, ça peut être intéressant de dire où est-ce que je vais être dans les prochains temps. Je vais être au colloque universitaire pour les 50 ans du jeu de rôle, donc le 21 et 22 juin à Paris. On va aussi pouvoir me voir à Rennes fin août à la convention dite la Queervention. La Queer Convention. Et autour de la Toussaint, vous allez me trouver à Nantes aux Utopiales. Voilà, ça c'est les principales dates à venir, quoi. Donc je serai vraiment heureux de discuter avec vous, faire des dédicaces ou jouer ou boire une bière, enfin ce genre de choses, quoi. Écoute, c'est bien noté. Alors je mettrai bien les dates dans le billet avec tous les liens aussi pour les conventions en question. Et écoute, merci encore Thomas et merci aux auditeurs et auditrices qui écoutent le podcast. À bientôt. Salut.